Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo que j'avais très envie de faire. Je l'avais fait l'année dernière et c'est la vidéo sur toutes mes sagas en cours. C'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder parce que j'adore tout ce qui est bilan, statistiques et j'aime bien comparer quelle saga je vais avoir en commun, par exemple avec les gens. Ça m'en fait découvrir d'autres aussi, donc je trouve ça chouette. Et du point de vue personnel, moi, ça me permet de faire un peu le point sur les sagas que j'ai en cours, où est-ce que j'en suis, quels tomes sont dans ma palle ou pas, et quels sont mes objectifs. L'année dernière, je m'étais fixé de lire au moins un tome de plus de chaque saga que j'avais en cours, et pour beaucoup, je voulais en lire même plus que ça. Je peux pas dire que ça a été une franche réussite, mais j'ai quand même avancé dans pas mal de sagas. J'en ai commencé beaucoup de nouvelles aussi, et j'en ai abandonné quelques-unes. Pour tout ce qui est des sagas abandonnées, je pense que je mettrai ça dans une deuxième vidéo, puisque comme l'année dernière, je vais vous faire une vidéo des sagas à commencer en 2024. Mais comme je vous disais, j'essaye de pas commencer trop de sagas, pas acheter trop de livres. Donc mon objectif, ça va être de me concentrer sur tous les premiers tomes qui sont déjà en ma possession, et j'en ai énormément. Et donc je pensais faire une vidéo saga à commencer en 2024 et saga abandonnée en 2024 ou plutôt en 2023. Là donc je vais vous présenter uniquement les sagas qui étaient en cours jusqu'à fin 2023. Je ne vais pas vous parler des sagas que j'ai commencé déjà cette année, ça ce sera donc dans l'autre vidéo. Comme l'année dernière, je vais structurer ça en 3 parties. Les sagas plutôt de l'imaginaire, donc la fantasy, voilà, tout ce qui a des éléments un peu magiques. Les sagas policiers, thriller, cozy mystery, et les sagas plutôt historiques. Donc on va commencer tout de suite avec les sagas de l'imaginaire, et on va commencer par la jeunesse. Donc en jeunesse, j'ai cette saga-là en cours. À chaque fois, je vais vous montrer le dernier tome lu dans cette saga. Donc ici, c'est Un brin de maléfice de Michelle Harrison, publié aux éditions Seuil Jeunesse. C'est le 3e tome et c'est une saga qui en compte 4 en VO. J'espère très très fort qu'ils vont quand même traduire le 4e tome. Je l'attends avec impatience. Normalement, ça sortait toujours en janvier. Donc là, on est fin février. Il n'y a aucune annonce de publication prochaine. Donc j'espère vraiment qu'il va sortir, sinon je le lirai en anglais. C'est une saga dont je vous ai quand même souvent parlé. Donc c'est une saga dans laquelle on va suivre 3 sœurs qui, dans le premier tome, sont maudites. Elles ne peuvent pas quitter leur ville à cause d'une malédiction qui a été mise sur leur famille des années et des années auparavant, et elles vont essayer de briser cette malédiction. C'est très très sympa, le folklore est très chouette, les personnages sont hyper attachants, il y a de beaux exemples de sororité, il y a de l'humour, il y a plein de péripéties. C'est une saga jeunesse que je recommande énormément. Enfin, je pense que c'est une de mes sagas préférées en jeunesse, que je conseillerais aux âges à partir de 8-9 ans jusqu'à en moyenne on va dire 13-14 ans, mais comme vous le voyez, même pour un adulte ça le fait. Ensuite, une autre saga que j'adore, c'est la saga de Nevermore de Jessica Townsend, ici le tome 3. Et je suis aussi à jour puisque le tome 4 n'est même pas sorti en VO, ça fait 2 ans qu'il est reporté. Il devait sortir en 2022 en octobre, il a été décalé à 2023 et maintenant il a été décalé à fin 2024. L'autrice est complètement absente des réseaux sociaux, elle a tout fermé, elle a fait aucune publication, aucune annonce pour expliquer ce retard. Donc j'espère très fort que la saga va vraiment continuer, parce qu'après avoir lu ce 3e tome, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite, d'en savoir plus. Pour rappel, c'est une saga dans laquelle on suit Morrigan Crow, qui est une jeune fille de 11 ans qui est maudite. Elle est destinée à mourir le jour de ses 11 ans. Et puis, retournement de situation, ce jour-là, un homme appelé Jupiter North va venir la sauver et va l'emmener dans la cité de Nevermore, où elle va passer des épreuves pour intégrer une société d'élite en fait. Mais c'est pas forcément que des élites magiciens. On peut être inclus dedans si par exemple on est très doué pour les langues, si on est un excellent cuisinier, si on a un talent pour la médecine. Donc il y a ça, ça inclut plein de choses. Et on va la suivre au fur et à mesure des tomes, où Morrigan va découvrir sa vraie nature, son talent,
ses pouvoirs et c'est une saga qui est excellente. Le world building, l'univers est hyper riche et hyper original. Les personnages sont chouettes et ce que j'aime beaucoup c'est que Morrigan elle a un côté presque un peu obscur ou en tout cas on sent qu'elle pourrait basculer du côté obscur si elle n'avait pas les bons piliers autour d'elle et j'ai l'impression que ça va être une des thématiques de la saga. Est-ce que Morrigan va rester une personne droite ou est-ce que parfois ces frustrations d'adolescente, de jeune fille incomprise, de jeune fille qui a été très souvent ostracisée vont prendre le dessus et vont la faire basculer. On rajoute à ça aussi qu'on a un méchant très charismatique, très attractif en fait parce qu'il est très méchant, il est sombre, il a une noirceur d'âme indescriptible et pourtant il a une façon de manipuler un peu des fois Morrigan, il a une façon de la faire réfléchir qui le rend très intéressant, qui le rend beaucoup plus complexe qu'un méchant de base, par exemple type Voldemort, où c'est voilà, la noirceur pure, il n'y a rien à garder chez cet homme-là, alors que celui-là, le méchant dans cette saga, on a l'impression que c'est quelqu'un qui aurait pu être complètement différent, un peu à la façon de Anakin et Darth Vader, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'adore voir leur confrontation, et voilà, j'ai vraiment très hâte de lire la suite de la saga. Là, je vous l'ai présenté en version VO, parce que je l'ai lu en VO, c'est très accessible, mais ils sont parus les 3 en français chez Pocket Jeunesse. Une autre saga de jeunesse et de fantasy que je vais vous présenter, mais pour le coup, je la trouve vraiment destinée à un public plus jeune, à partir de 7-8 ans. Il s'agit de la saga Pages & Co de Hannah James. Ici, c'est aussi une version en VO. En français, il n'y a eu que le premier tome de sortie et en anglais, il y a 6 tomes maintenant de sortie, donc la saga est terminée. Moi, je n'ai lu que le premier tome. J'avais un petit doute sur est-ce que j'allais continuer ou pas, parce que comme dit, je la trouvais beaucoup trop enfantine. Mais ces derniers temps, j'ai eu vachement envie de la relire, donc je pense que... j'ai eu vachement envie de continuer, donc je pense que je vais continuer et acheter le tome 2. Dans cette saga-là, on va suivre Tilly, qui est une jeune orpheline, qui vit avec ses grands-parents, qui possèdent une librairie... tout ce qui nous fait rêver, vous savez, avec des étagères un peu brinque-ballantes, des gros poufs où on peut rester lire, des côtés un peu poussiéreux, des vieux livres, une ambiance très cosy. Et elle va se découvrir l'habilité d'être une book wanderer, ça veut dire qu'elle peut voyager dans les livres, elle peut partir à la rencontre de ses personnages préférés, discuter avec eux, faire partie de l'histoire. Bien sûr, il y a des contreparties, il y a des dangers et il y a des règles à respecter. Et on va la suivre dans ces aventures-là. Donc c'était très chouette. Moi, ce qui m'a un peu manqué, c'est que je pensais qu'il allait avoir un fil rouge tout au long de la saga. Et en fait, ce fil rouge est résolu. En tout cas, cette partie de l'intrigue est résolue dès la fin du premier tome. Donc je suis assez curieuse de voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochains, parce que j'aurais trouvé ça sympa que le mystère soit distillé de manière un peu plus légère. En tout cas, si vous voulez le lire en VO, ben, c'est très accessible. Très chouette, et ils existent aussi en audio VO. Ensuite, on va passer au reste de la fantaisie. Donc comme vous voyez, ça va être vraiment la galère pour pouvoir tout ranger ensuite. Je prends le premier qui me tombe sous les mains. Il s'agit de The Bone Season de Samantha Shannon, publié aux éditions de Saxus. J'ai lu 3 tomes sur les 4 qui sont sortis. Le 5e va sortir en VO en 2025, donc franchement j'ai le temps. Dans cette saga, on va suivre Paige Mahoney, une jeune fille qui vit à Londres dans les années 2050 ou 2030, enfin dans le futur. Elle a des pouvoirs, elle fait partie de la classe des clairvoyants, et plus précisément elle est une marche-rêve, c'est-à-dire qu'elle peut entrer dans le territoire des rêves des personnes et elle peut un peu presque s'emparer de leur cerveau. Ça peut paraître un peu bizarre la façon dont je le dis, c'est surtout parce que j'ai toujours beaucoup de mal, après 3 tomes, à bien comprendre ses pouvoirs, à comprendre comment ça marche. C'est un univers que je trouve très complexe. Et pour moi, c'est ce qui me gâche un peu parfois la lecture et qui fait que c'est pas une saga coup de cœur, alors que j'adore vraiment chaque tome que j'ai lu, mais j'ai l'impression de ne pas la comprendre complètement. Ça reste une saga très intéressante, une dystopie hyper bien menée, avec des personnages attachants, notamment l'héroïne que j'aime vraiment beaucoup. Donc l'objectif pour 2024, ça va être de lire ce tome 4 pour être à jour.
Ensuite, on passe à une saga française, Absolue de Margot de Seine, qui a été publiée aux éditions Big Bang, donc chez Brajlon. Dans cette saga, on se trouve aussi dans le futur, c'est une sorte de dystopie de fantasy qui se passe en fait en Pologne, dans l'ancienne nation qui était la Pologne. Et chaque année, 100 jeunes hommes et jeunes femmes qui font partie de l'élite de leur nation sont envoyés dans l'ancienne Varsovie ravagée qui est clôturée pour essayer de combattre la chose, qui est une sorte de monstre qui a été créé en laboratoire et qui a un peu tout détruit. Il y a beaucoup de références, en tout cas beaucoup d'inspiration de Hunger Games, j'ai trouvé. Les personnages sont très attachants, c'est très bien écrit, il n'y a pas de temps mort, il se passe toujours des choses. Le tome 2 est déjà sorti, le tome 3 doit sortir à la fin de l'année. Donc mon objectif, ce serait voilà, de lire le tome 2 et le tome 3 cette année, et de pouvoir me dire que c'est une saga terminée. Encore une saga que j'ai commencée en 2023, il s'agit de Crescent City de Sarah J. Maas. Il y a 3 tomes de sortie pour le moment, en VO et en VF. Moi, je n'ai lu que le premier, mais mon objectif, ce sera de lire les 2 autres cette année. J'ai vraiment énormément aimé ce premier tome. C'est un univers d'urban fantasy, donc c'est assez riche, un peu déstabilisant au début, parce que je pense que j'en avais jamais lu avant, et avoir de la fantasy qui côtoie des nouvelles technologies, les téléphones, les voitures, enfin notre mode de vie quotidien. C'était un peu bizarre au début, mais finalement j'ai beaucoup aimé. Ça prend un peu son temps, mais c'est vraiment addictif. On va suivre Brice ou Bryce, je ne sais jamais trop comment le dire, qui est une jeune femme qui est mi-fée, mi-humaine, qui travaille dans un magasin d'artefacts magiques, et un jour il va se passer un drame dans sa vie et elle va se retrouver à devoir enquêter avec un homme Hunt qui est en fait un ange déchu. On a de la romance, on a beaucoup d'enquêtes, et c'est ça qui m'a plu le plus, je pense, c'est qu'on n'est pas juste sur de la romantaisie, il y a vraiment un fond d'enquête, de poursuite, de recherche d'indices qui rend la lecture haletante, et la romance qui moi me faisait peur parce que je redoutais toutes les scènes de sexe, qui est quelque chose que je n'aime pas du tout. En fait, c'était pas du tout le cas, elle prend son temps, c'est vraiment un typique slow burn, et je l'ai trouvé absolument génial. Donc j'espère aimer tout autant les 2 prochains, et voilà, si je peux être à jour, ce sera chouette, en sachant qu'elle n'a pas prévu d'écrire le tome 4 dans les prochains mois, ou en tout cas années. Je crois qu'elle se concentre sur d'autres projets. Pour cette saga, il a été dit que pour l'apprécier pleinement, il vaut mieux avoir lu ces 2 autres sagas, parce que finalement, ça fait un peu partie de son multiverse à elle. Elle a mixé des éléments apparemment de ces 3 sagas, donc Crescent City, ACOTAR et Throne of Glass, Keleana en français. Moi, autant Throne of Glass, c'est une saga qui me tente beaucoup, autant ACOTAR, j'en ai déjà parlé, j'avais détesté le tome 1, donc je lirai la suite même sans avoir lu ACOTAR. Et c'est pas grave, je pense que je m'en sortirai sans problème. Alors, ensuite, encore une saga commencée en 2023. Décidément, j'en ai commencé pas mal, mais j'en ai pas terminé beaucoup. Je crois que même j'en ai terminé aucune. Il s'agit de Sans âme de Guy Gallagher, publié au livre de poche. Et c'est une saga de 5 tomes qui est finie depuis un long moment, dans laquelle on va suivre une jeune femme qui s'appelle Alexia Tarabotti. Et non seulement elle a comme défaut d'avoir un père d'origine italienne, ce qui est dans cette société londonienne ne passe pas du tout, ça se passe à l'époque victorienne, mais en plus elle n'a pas d'âme. Et ça c'est quelque chose qu'elle doit cacher, puisque ça fait un peu d'elle presque une pestiférée. Et un jour elle va se faire attaquer par un vampire, ce qui est tout à fait inhabituel parce que les vampires sont très bien intégrés dans la société, ils savent respecter les codes, ils savent se comporter, et elle va devoir enquêter avec un loup-garou, si je me rappelle bien, qui est un lord, c'est un comte écossais. Donc on a une romance Enemies to Lovers qui est savoureuse parce que les 2 personnages s'envoient énormément de piques. Alexa, c'est une jeune femme qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche, qui pour l'époque scandalise un peu la société, scandalise sa mère par son comportement. Et il y a beaucoup d'humour, mais c'est vraiment très second degré. Ouais, j'ai trouvé ça hyper drôle à lire, en fait, c'est hyper jouissif. Il y a voilà, des rebondissements, ça part un peu dans tous les sens, c'est peut-être pas complètement cohérent, c'est un peu
où on se dit oula, qu'est-ce qu'elle a voulu faire ici l'autrice, mais j'ai complètement adhéré. Peut-être qu'à un autre moment j'aurais pas du tout aimé, mais là franchement j'ai passé un trop bon moment. Donc mon objectif ce serait de lire au moins 1 ou 2 tomes de plus cette année, en sachant qu'ils ne sont plus édités. Donc ils sont un peu galères à trouver. Pour l'instant j'ai pas réussi à trouver les prochains tomes, en tout cas dans un bon état, mais je vais continuer de chercher. Ensuite, encore une saga commencée en 2023. Il s'agit de la saga Terre-Mère de Ursula K. Le Guin, qui est publiée ici dans le livre de poche, donc dans son intégrale. Ça comprend, je crois, 4 ou 5 romans, plus des cycles de contes et de nouvelles. Je n'ai lu que le premier tome pour le moment et je dois dire qu'il m'a plutôt déçue. J'ai trouvé ça très lent, un peu ennuyeux. L'univers m'a pas spécialement parlé, je me suis pas attachée au personnage. Donc je m'attendais à quelque chose de complètement différent, surtout que pour moi c'est une référence dans l'univers voilà, de la fantasy, un peu comme Robin Hood, en femme je veux dire. Et vu comment elle est connue, il me semble qu'il y a même des prix littéraires à son nom, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. Donc c'est pas dit que je vais lire la saga en entier, parce que déjà là le premier tome fait 200 et quelques pages et j'ai mis longtemps à le lire, j'ai vraiment galéré parce que j'accrochais pas. Donc j'ai quand même envie de lui donner sa chance parce que chaque tome n'est pas indépendant, mais on suit pas forcément les mêmes personnages tout le temps. On reste dans le même univers, mais on va en découvrir des fois des personnages secondaires qui vont devenir personnages principaux du tome d'après. Donc mon objectif ce serait de lire quand même le tome 2, voire le tome 3. Après voilà, si j'aime pas du tout, si j'accroche pas, si je m'ennuie, ça fera partie des sagas qui vont partir à la poubelle, ou en tout cas qui vont partir sur Vinted rapidement. Ensuite on passe à une saga que j'adore et qui pour le coup est commencée depuis 3 ans. Il s'agit de la saga des Chroniques de Sainte-Marie de Jodi Taylor, qui est publiée aux éditions Hervé Chopin. J'en suis au tome 7, il y en a 13 sorties, ou en tout cas le 13e sort à la fin du mois. Et j'ai le 8, 9, 10, 11, 12 dans ma palle parce que je les ai trouvés récemment. C'était une super affaire, donc je les ai pris et mon objectif ce serait d'en lire au moins 2 cette année, voire 3. Pour rappel, dans ce roman, on va suivre, enfin dans cette saga, on va suivre Madeleine Maxwell, qui est une historienne à l'Institut de Sainte-Marie, dans lequel ils étudient les événements du passé d'un point de vue contemporain. Donc en gros, ils peuvent retourner dans le temps pour assister à des événements historiques, clarifier parfois les faits quand il y a des incohérences ou des zones d'ombre. Et évidemment, ça se passe jamais comme il faut. Il y a toujours plein de péripéties qui se passent, plein de drames. C'est rempli d'humour. Maxwell, c'est un personnage, plus je lis les romans, plus je l'aime. Pareil pour les personnages secondaires, il y a quand même beaucoup de rebondissements. Et voilà, il y a cet humour très caustique. C'est une saga qui, je trouve, se bonifie à chaque tome. Après, j'espère qu'elle ne va pas continuer indéfiniment, parce que je pense qu'il y aura quand même une lassitude et on va finir par tourner en rond. Mais en tout cas, là, pour l'instant, au 7e tome, c'est toujours aussi bien. Je trouve qu'elle a su se renouveler vers le 4e, 5e tome. Il y a eu un basculement, on va dire, sur un second arc dans l'histoire. Et là, on y est toujours et je trouve que c'est hyper chouette. Ensuite, enfin, la dernière saga de fantasy. Je suis un peu surprise parce que je pensais en avoir beaucoup plus que ça. Mais en fait, j'ai surtout beaucoup de tomes 1 qui m'attendent et que je n'ai pas commencé. Il s'agit de Anatomy, a Love Story de Dana Schwartz. Ici, c'est la version en VO, mais les 2 tomes sont sortis chez Albin Michel déjà. Moi, je n'ai lu que le premier, mais j'ai déjà le 2e dans ma palle. Et l'objectif, bien sûr, ça va être de le lire pour finir cette duologie. Pour rappel, on est au 19e siècle à Édimbourg et on va suivre Hazel, qui est une jeune femme qui rêve de devenir chirurgienne et qui, sous un déguisement d'homme, va entrer à l'académie de médecine, de chirurgie. Il y a un peu de fantastique dedans, ce qui m'a pas énormément plu, parce que j'aurais aimé soit que ce soit un côté exploité à fond, soit qu'on reste sur quelque chose plutôt d'historique. Et en plus, voilà, pour moi, c'était pas hyper bien équilibré. C'est aussi ce qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Néanmoins, il y a vraiment des scènes hyper intéressantes sur la place de la femme à cette époque, sur la médecine à cette époque. Si vous êtes un peu sensible niveau médical, opération, je vous conseille de ne pas lire ce roman.
mais il était quand même intéressant et j'ai quand même envie de savoir la suite parce que ça se finit d'une certaine manière dans ce tome 1 où on se dit qu'est-ce qui va se passer ensuite. Passons maintenant à tous les romans policiers, Cozy Mystery. Ça va être en fait surtout des Cozy Mystery et la seule saga dans laquelle je suis à jour, c'est la saga Sparks and Bainbridge de Alison Moncler, publiée aux éditions 10-18. Ici, c'est le 3e tome que j'ai lu en tout début d'année dernière. Toujours pas de date annoncée pour la sortie du 4e en VO, sachant que en VF, alors que le 6e tome en VO sort cet été. Je pense vraiment que 10-18 a décidé d'abandonner cette saga et je leur ai déjà écrit 1 ou 2 fois, plutôt 2 fois qu'une, en leur demandant justement est-ce qu'ils avaient comme projet de publier la suite. J'ai jamais eu de réponse. Là, je compte sur d'autres personnes qui vont leur écrire aussi pour voir si on va avoir une réponse parce qu'on est quand même pas mal à adorer cette saga, à vraiment vouloir la suite. Moi, c'est ma saga Cozy Mystery préférée. Et clairement, si ça s'arrête en VF, je serais un peu triste parce que ça se lit très bien, mais je la continuerai en VO parce que j'adore. Donc dans cette saga, on va suivre 2 jeunes femmes. Juste après la Première Guerre mondiale à Londres, on est en 1946. Elles viennent de milieux complètement différents et elles vont ouvrir ensemble une agence matrimoniale en fait pour essayer de faire matcher des gens dans l'après-guerre. Et elles se retrouvent liées à des disparitions, des meurtres et elles vont se retrouver à enquêter. C'est vraiment savoureux parce qu'il y a beaucoup d'humour. C'est 2 personnages qui ont énormément de réparties. On voit aussi leur milieu d'origine, la façon dont les deux vont un peu entrer en collision, comment chacune apporte quelque chose à l'autre. On a aussi quelques secrets ou quelques mystères qui entourent notamment Iris, dont on sait qu'elle a fait partie des services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a vraiment une place de la femme qui est mise en avant. Donc comment c'était d'être une femme juste après la Seconde Guerre mondiale, que ce soit au niveau du travail, au niveau du mariage, au niveau de l'éducation des enfants. Enfin, on voit vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc pour moi, vraiment, je trouve que cette saga n'est pas assez lue par rapport à toutes les autres sagas de Cozy Mystery. Pour moi, c'est une des plus qualitatives. Donc ensuite, je vais d'abord continuer sur les sagas que j'avais déjà en cours d'avant. Et donc, on a la saga des enquêtes de Loveday and Ryder de Faith Martin, publiée chez HarperCollins Poche. J'ai lu 4 tomes en tout et mon objectif, ce serait d'en lire au moins 2 de plus cette année, sachant que la saga va faire au total 8 tomes. Donc, c'est une saga courte, ce que j'apprécie parce que j'aime pas quand les auteurs étirent les sagas à rallonge juste parce que ça leur a rapporté de l'argent, mais qu'ils n'y apportent plus aucune nouveauté ou qu'il n'y a plus rien de pertinent qui est ajouté. Donc là, ça me fait plaisir de savoir qu'elle aura une fin. Dans cette saga, on est dans les années 60 à Oxford et on va suivre 2 personnages. Trudy Loveday qui est stagiaire de police. C'est une jeune femme, c'est les années 60. Évidemment, elle est sujette à énormément de misogynie de la part de ses supérieurs et de ses collègues qui en gros pensent que la place d'une femme n'est pas du tout dans la police, qu'elle devrait plutôt se marier et rester à la cuisine. Et elle est vraiment volontaire, elle est vraiment avide de faire ses preuves. Et en général, comme elle est considérée un peu comme un chien dans un jeu de quilles, quelqu'un dont on cherche à se débarrasser pour être tranquille, ils vont souvent la mettre en team avec Clément Ryder, qui est un ancien chirurgien qui est devenu coroner. Et donc c'est lui qui décide si, quand il y a des morts un peu suspectes, est-ce qu'elles sont suspectes, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une enquête, ou est-ce qu'on peut clôturer le dossier. Et c'est un homme qui n'est pas très apprécié par les policiers parce qu'il est assez bourru, il a fait son temps, il ne se laisse pas marcher sur les pieds, et il va devenir en quelque sorte le mentor de Trudy. Et ils ont vraiment une relation paternelle, ou voire même grands-parents, grands-enfants, petits-enfants, qui est assez chouette. Les enquêtes sont cool. Ce que je reproche vraiment à l'autrice, c'est ces dénouements qui sont franchement pourris, ce qui est un peu dommage parce que ça fait partie pour moi des éléments les plus importants dans une enquête, c'est de voir un dénouement satisfaisant, surprenant même. Là, autant, c'est vrai que j'ai pas toujours deviné qui étaient les coupables, parfois oui, parfois non, mais ce que je reproche, c'est vraiment la façon dont on arrive aux coupables. En gros, on va les suivre pendant leur enquête, pendant tout le roman, et puis d'un coup, c'est un peu oups, j'ai trébuché et je suis tombée sur le meurtrier.
Notamment dans ce tome-là, j'ai trouvé que c'était vraiment flagrant. Donc voilà, ça gâche un peu l'histoire, en tout cas moi ça gâche toujours un peu ma note finale, mais c'est un univers que j'aime quand même beaucoup. Ensuite, la saga des Sœurs Mitford, enquête de Jessica Fellows, publiée aux éditions du Livre de Poche. Il y a 4 tomes de sortie et moi j'en ai lu 3. Là encore, je me demande si on aura une fin en français. C'est vraiment agaçant les maisons d'édition qui arrêtent du jour au lendemain parce qu'en anglais, les 6 tomes sont sortis, la saga est clôturée et en français, le 5e n'est toujours pas sorti en VO. Aucune nouvelle sur le site des éditions du Masque, donc je me dis que peut-être qu'ils ont décidé de laisser tomber, peut-être que la saga n'a pas eu assez de succès. Il me semble que le tome 1 avait quand même bien marché, mais peut-être que après ça s'est délité petit à petit. Ce qui est dommage parce que pour moi le tome 1 était le pire et que ce tome 3 je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc comme le titre l'indique, on va suivre les sœurs Mitford. On est à Londres, enfin en Angleterre en tout cas, au début du XXe siècle et on les suit à travers Louisa qui à la base va rentrer dans la famille Mitford en tant que bonne d'enfant, qui après va faire sa vie, il va lui arriver plein de choses différentes et qui va se retrouver à enquêter sur des meurtres qui ont lieu autour d'elle, accompagnée d'un jeune policier un peu maladroit, un peu timide, qui s'appelle Guy. Et ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est qu'on a vraiment la petite histoire dans la grande histoire. On fait référence à des personnages historiques, à des personnes qui ont vraiment existé. On voit la montée des événements du XXe siècle qui a quand même été très chargé en rebondissements et en événements. Donc la fin de je crois que ça se passe au début. Le premier tome se passe en 1912, donc on est juste avant la Première Guerre mondiale. Après on a après la Première Guerre mondiale, la montée du fascisme, la montée du nazisme. Donc c'est vraiment hyper intéressant et pour moi c'est même presque plus intéressant que l'enquête en soi. Mais à part le premier tome, franchement, je trouve que les enquêtes sont bien menées. Je reproche parfois le fait qu'il y ait des grosses ellipses entre chaque tome et qu'on a l'impression que pendant toutes ces années, les personnages n'ont pas avancé, qu'ils ont vraiment stagné, ce qui est dommage. Mais sinon, je suis contente d'avoir continué parce que clairement, si j'avais eu que le premier tome dans ma palle, je me serais arrêtée là. Là, comme je les avais achetés, déjà les 3 premiers parce que j'étais sûre que ça allait me plaire, j'ai persévéré et pour une fois c'était une bonne chose. À une autre saga que j'ai commencé en 2023, il s'agit de la saga Son espionne royale et pour le coup je pense que c'est la saga sur laquelle j'ai fait la plus grosse progression puisque j'ai quand même lu 4 tomes alors que franchement c'était pas gagné parce que les premiers et deuxièmes je les ai pas trop aimés mais c'était vraiment lié à l'audio. Alors pour le coup si vous n'êtes pas convaincu par l'audio, lisez-les, c'est bien mieux. J'ai trouvé qu'en audio, la narratrice était pas bonne en fait. Elle mettait des pauses, des points de suspension à des endroits où il n'y en avait pas besoin. Le rythme des phrases n'était pas bon et moi ça m'a beaucoup perturbée. Alors qu'en les lisant, j'ai quand même beaucoup plus apprécié. Il y a des petites choses qui me gênent, dont j'ai déjà parlé, je pense, de nombreuses fois dans mes vidéos de telle lecture, notamment la façon dont Georgie est considérée par son entourage, et par certains de ses amis qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'elle perde sa virginité, alors qu'elle a 21 ans, qu'on est en 1930, qu'elle fait partie de la famille royale. Donc c'est pas non plus attendu qu'elle aille faire la fête et qu'elle passe sa nuit dans les bras d'inconnus non-stop. Au contraire, on s'attend plutôt à ce qu'elle se marie et qu'elle ait sa nuit de noces comme perte de sa virginité. Bref, ça c'est vraiment un détail. Donc Georgie, c'est la 34e héritière, prétendante dans la succession au trône d'Angleterre, mais elle est complètement fauchée et elle se retrouve à devoir faire des petits boulots pour gagner un peu d'argent, tout en le cachant à sa famille, puisque c'est vraiment mal vu à cette époque en tant que noble de travailler et de gagner de l'argent, mais bon, elle n'a pas le choix. Et de temps en temps, la reine va la convoquer pour lui confier des petites missions d'espionnage en fait, ou d'enquête. Et à côté de ça, il va y avoir d'autres enquêtes avec des cadavres. Souvent, les deux se recoupent un peu ou pas. Il y a beaucoup d'humour aussi. Georgie, c'est un personnage qui est hyper attachant, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son grand-père aussi. J'aime beaucoup aussi même les personnages pas sympathiques comme sa belle-sœur, parce que je trouve qu'ils sont très bien croqués. Les enquêtes sont chouettes.
Voilà, souvent on devine un peu qui est le coupable à l'avance. Je trouve que c'est pas toujours hyper surprenant. C'est pas la manière, enfin, les dénouements ne sont pas surprenants, mais ils sont quand même bien menés, contrairement aux enquêtes de Loveday and Rider. Et j'aime beaucoup l'enquête tout le long. Il me semble qu'il y a déjà 13 tomes de sortie en français, et qu'il y en a beaucoup plus de prévus. Donc là, on se retrouve sur ces sagas à rallonge qui m'agace un peu, mais pour l'instant, comme je suis encore au début, je suis motivée pour continuer. J'ai les tomes 5 et 6 dans ma palle, donc l'objectif ce serait de les lire cette année et pourquoi pas en lire encore peut-être un ou deux max, mais je pense que 4 en un an, c'était un bon score, mais je suis pas sûre que je vais tenir ça chaque année. On passe à une autre saga que j'ai commencée en 2023 et qui pour le coup souffre un peu de la comparaison avec son espionne royale. Il s'agit de Une insolente curiosité de Lynn Messina, publiée aux éditions 10-18. Il y a déjà 2 tomes de sortie en poche et le 3e va sortir en juin. Moi, je n'ai lu que le premier. Alors pourquoi je parle de comparaison entre les deux? C'est quelque chose qui n'est pas justifié en vrai parce que ça ne se passe pas à la même époque. Celui-là, on est plutôt dans l'Angleterre victorienne, hein, si je me rappelle, on est plutôt vers la fin du 19e siècle, alors que dans l'autre, on est en 1932. Mais je sais pas, les ambiances, les personnages, le couple principal, enfin, l'homme avec qui elle a cette sorte de enemy to lovers, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes personnages, c'est un peu interchangeable. Je mélange un peu leurs histoires. On est là aussi sur une jeune femme, Béatrice Hyde-Clare, qui est orpheline, qui n'est pas mariée, qui a 26 ans, donc dans la haute société, ça détonne totalement. Elle est aussi, je pense, pas très riche et elle vit au crochet de sa famille et elle va se retrouver à enquêter. Donc là, ça va être des enquêtes dans la bonne société où on va révéler un peu leurs secrets pas très ragoûtants. C'était pas mal, il y avait des petits détails qui m'ont chiffonné, notamment le début ou certaines répétitions que j'ai trouvées un peu lourdes, mais c'était chouette, seulement je sais pas pourquoi je confonds complètement les deux et du coup j'ai du mal à avoir envie de continuer. Ceci dit, j'ai quand même l'intention de laisser une chance au 2e tome, surtout qu'autour de moi ou dans le Cozy Mystery Book Club, la plupart des gens ont adoré cette saga et clairement elle a tout pour me plaire. Là il parle d'un mélange entre Jane Austen et la chronique des Bridgerton. C'est peut-être un peu exagéré, mais ça donne une petite idée quand même de l'atmosphère qui est. Ensuite, on passe à une saga qui est pour moi la quintessence du Cozy Mystery. Ce serait, enfin, s'il fallait donner un exemple de ce que doit être un Cozy Mystery de A à Z, ce serait cette saga. Il s'agit de la saga des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Ici, vous avez la double édition, tome 1 et 2. J'ai lu depuis le tome 3 en lecture commune avec Sibylle du compte Sunset Avenue, puisqu'on les lit tous à chaque fois, toutes les deux. On a prévu de lire le tome 4 vers le printemps, puisqu'on va essayer de suivre les saisons. Donc, j'ai pas regardé quand se passaient les prochains, mais je pense que peut-être qu'on arrivera à lire au moins 4 et 5 cette année, voire peut-être même 4, 5 et 6. C'est une très bonne saga qui a l'avantage aussi d'être courte, puisqu'elle se finira au bout de 10 tomes. Le 9e vient de sortir en France. Et c'est dans cette saga, on se retrouve à Bruncliffe, un petit village en Angleterre où on va suivre un duo d'enquêteurs, bien malgré eux. On a d'un côté Samson, qui est un ancien inspecteur de police à Londres et qui, suite à une affaire qui a mal tourné, revient dans son village natal le temps que les choses se tassent. Et de l'autre côté, on a Delilah, qui est une jeune femme qui a ouvert une agence matrimoniale, qui a beaucoup de griefs contre Samson à cause de plein de choses dans leur passé. On a un village hyper bien décrit, avec que ce soit sa campagne, ses petites rues, ses magasins, on s'y croirait. On a des personnages secondaires qui ont chacun vraiment leurs pattes, leur empreinte. Et au début, c'est peut-être un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais finalement, on finit vraiment par les différencier et par bien les reconnaître. Et on a des enquêtes qui sont hyper intéressantes et surtout qui restent crédibles. Souvent, les Cozy Mysteries, c'est pas du tout crédible. C'est pas grave, c'est pas forcément ce qu'on demande, mais là, je trouve qu'elle arrive à avoir une certaine cohérence. Par exemple, dans le tome 3, on ne va pas suivre un meurtre, on va suivre d'autres choses. Et je trouve que c'est plus logique parce que
Ça n'a pas de sens d'avoir des petits villages soi-disant sans histoire où d'un coup, tous les 2 mois, il y a un assassinat et chaque membre de la ville est tué un par un, comme ça peut être le cas par exemple dans les enquêtes d'Anna Swanson. Donc moi j'apprécie beaucoup que Julia Chapman sache se renouveler à chaque tome et j'ai hâte de voir la suite. Et enfin la dernière saga côté policier, cette fois-ci, donc c'est pas un Cozy Mystery, il s'agit de la saga de l'inspectrice Kim Stone de Angela Marson. Là c'est le tome 2, depuis le tome 3 est sorti en grand format et va bientôt sortir en poche. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu encore parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome et adoré ce deuxième tome. Donc on va être dans le Black Country, donc cette région minière un peu pauvre de l'Angleterre, et on suit cette inspectrice qui a beaucoup de casseroles, qui traîne des lourds bagages derrière elle, qui est un peu le cliché de l'inspectrice un peu rude, qui met des barrières, qui laisse personne s'approcher trop près, qui a une carapace liée au traumatisme qu'elle a vécu et qui ne vit que par son travail. Donc j'avoue que ce côté-là, on a l'impression de l'avoir, que ça a déjà été vu et revu, mais ça reste un personnage quand même hyper intéressant, et surtout dans les deux, j'ai adoré les 2 enquêtes. Celui-là, je l'avais lu en moins de 24 heures parce que je ne pouvais plus m'arrêter tellement c'était haletant. Le 3e tome promet aussi, donc j'ai hâte de le lire. Allez, courage, on est presque à la fin et on va passer à tout ce qui est saga historique, familiale. Et je vais commencer avec une saga jeunesse qui est la saga des filles du siècle de Marie Desplechin, publiée à l'école des loisirs. C'est une saga très jeunesse pour moi, c'est plutôt voilà, 8, 10, 12 ans. Il y a 3 tomes et dans chaque tome on va suivre une jeune fille au début, non, à la fin je crois du 19e siècle, et on suit à chaque fois des jeunes filles qui viennent de milieux différents. J'ai lu le premier tome uniquement pour le moment, j'avais bien aimé mais c'était pas non plus transcendant. J'ai trouvé que ça restait quand même assez superficiel et que voilà, sous couvert de vouloir un peu insuffler un courant de féminisme, nous montrer des personnages de femmes un peu différentes pour l'époque, qui ont des aspirations différentes de ce qu'on attend d'elles, ben, finalement le tout était un peu convenu. Mais après voilà, c'est mon regard d'adulte, peut-être que quand on le lit en ayant 8-9 ans, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte de ce qu'était la société il n'y a pas si longtemps et de la façon dont nos droits ont évolué. Voilà, pour moi ça manquait un peu de profondeur, ça manquait de substance, mais j'ai quand même envie de lire la suite. Ces 3 tomes qui sont très petits, c'est le genre de choses qu'on peut lire en une fois, hein. On s'assoit, on ouvre la première page et on le referme quand on a fini à la dernière page. Donc j'espère finir cette saga en 2024. Ensuite on passe à ma lecture actuelle qui est Retour à la Villa aux Étoffes de Anne Jacob. Donc c'est la saga de la Villa aux Étoffes. 5 tomes sortis en poche, mais ils sont tous sortis en grand format. La saga fait 6 tomes en tout. Et on se retrouve cette fois-ci à Augsbourg, donc en Allemagne, avant la Seconde Guerre mondiale pour le premier tome. Et on va suivre une riche famille qui ont une entreprise de textile. On suit les parents, les enfants, les domestiques. Autant il y a de plus en plus de comparaisons. Quand il y a des grandes sagas, on dit ça ressemble à Downton Abbey, c'est un mélange entre Downton Abbey, ci et ça. La plupart du temps, je trouve que c'est vraiment une excuse et un argument marketing complètement faux. Autant là, c'est clairement le cas. On peut même se demander dans quelle mesure l'autrice s'est inspirée de la saga et de ses rebondissements, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui y ressemblent. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, et je dois dire que depuis, c'est un peu plus mitigé. Je passe des bons moments, mais pour moi, il y a beaucoup trop de longueur. Et le problème, c'est qu'on n'a plus vraiment de fil rouge, comme c'était le cas dans le premier tome, et qu'on est plus là à suivre la vie quotidienne des personnages, jour par jour. Mais parfois, ben, c'est vraiment plat. Malgré ce qui se passe, il n'y a pas de quoi en faire des pages et des pages, et on sent qu'elle étire son intrigue. Je suis sûre qu'elle aurait pu finir la saga en moins de tomes, que chaque tome aurait pu sinon être beaucoup plus court. Donc je vais la continuer parce que voilà, j'en suis déjà au tome 4 sur 6, et que malgré tout, c'est quand même une saga que j'aime lire parce que, de nouveau, moi j'aime avoir la petite histoire dans la grande histoire. De nouveau, le XXe siècle, ça a été très riche en événements historiques, et c'est quand même assez original
d'être cette fois-ci du point de vue allemand. Donc je passe un bon moment, ça se lit quand même assez vite, mais je trouve le tout un peu plat. Une autre saga qui pour moi ressemble beaucoup à la saga de la Villa Odessov, mais cette fois-ci en Angleterre et écrite par une autrice française, c'est la saga des rêves de nos mères de Karine Pitoki, ici publiée aux éditions Pocket. Le 3e tome va sortir en poche bientôt, et le 4e tome, je crois, est encore en cours d'écriture. Donc moi, j'ai lu que le premier, ça date déjà d'il y a 2 ou 3 ans. Donc mon objectif, ce serait plus ou moins de le relire cette année et d'enchaîner au moins sur le 2e tome, voire sur le 3e. Dans cette saga, on se trouve en Angleterre avant la Première Guerre mondiale. On va suivre une jeune veuve aristocrate qui va renouer avec son amour d'enfance, qui lui est un gangster, qui est un peu patron de la pègre. Et de nouveau, ben voilà, on va suivre un peu les événements du XXe siècle, les événements historiques, l'évolution des droits des femmes, de leur liberté, la guerre. En tout cas, enfin, je pense parce que celui-là se passe donc de 1912 jusqu'à 1914, la déclaration de guerre. C'était sympa, mais mon gros reproche, c'est que pour un premier tome, il est clairement trop petit et pas assez étoffé. Autant pour la Villa Odessov, je reprochais les longueurs, autant là, on passe beaucoup trop vite sur les personnages, sur l'intrigue. Ce livre, il aurait dû avoir au moins 100 pages de plus pour vraiment nous installer l'univers, pour tout mettre en place. Là, j'ai trouvé qu'on n'avait pas le temps de bien connaître les personnages et qu'à cause de ça, on tombait un peu dans la caricature et les clichés. Donc c'est un peu dommage. Ceci dit, j'ai vu que des très bonnes critiques pour les tomes d'après qui, eux, font quelque chose comme 600 pages. Donc là, ça me fait plaisir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de longueur, mais des avis que j'ai pu lire, ça avait l'air incroyable. Donc voilà, but de 2024, lire le tome 2 et j'espère le tome 3. Ensuite, une saga qui a été remise au goût du jour depuis la série Netflix, c'est la chronique des Bridgerton de Julia Quinn, que moi je lis en anglais puisque je trouve que c'est pas de la littérature incroyable, c'est pas super bien écrit, et dans ces cas-là, moi j'aime bien lire plutôt en VO. Je me dis comme ça, je passe un moment divertissant et en même temps je pratique un peu la langue. Alors ceux-là, je les lis dans le désordre, il y a 9 tomes et il me semble que j'en ai lu 6 je crois jusqu'à présent. Donc en gros, il me reste à lire le tome sur Héloïse, le tome sur Grégory et le tome de conclusion des années plus tard où on voit un peu ce qu'ils sont devenus. Donc j'en ai lu 6 sur 9. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de présenter la chronique des Bridgerton. On suit cette famille de 8 enfants qui vont tous chercher l'amour et chercher à faire le meilleur mariage possible pour eux. C'est plein de cancans, c'est plein d'humour, c'est plein de moments de fraternité, de sororité entre les personnages. Il y a quelques scènes toujours épicées qui me font un peu lever les yeux au ciel, parce que globalement, de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est un peu du copier-coller d'un tome à l'autre. Mais je passe un bon moment, même si pour moi, les tomes sont très inégaux. Mes préférés pour l'instant, ça a été le tome sur Colin et Pénélope. Et j'ai beaucoup aimé celui sur Hyacinthe aussi. Et ce que j'ai le moins aimé, c'était celui sur Bénédicte, je pense. Donc l'objectif pour 2024, c'était de lire celui-ci, le tome d'Héloïse, qui est le seul qui me reste dans ma palle que je n'ai pas lu. Et peut-être réussir à lire les 2 autres, si je les trouve dans cette édition que j'aime beaucoup et qui n'est plus faite, malheureusement. On va passer à une saga qui est terminée depuis quelque chose comme un siècle et quelques. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la saga des Rougon-Macquart d'Émile Zola, ici publiée aux éditions Folio, mais il y a énormément de maisons d'édition qui les ont édités ou réédités. J'ai lu les 3 premiers tomes, enfin plutôt, quand j'étais adolescente, j'ai lu 7 tomes dans le désordre, et après j'ai décidé en 2021 de les relire dans l'ordre et de tous les lire. J'ai lu le tome 1 en 2021, le tome 2 en 2022, le tome 3 donc en 2023. Sachant que les 3 étaient des relectures puisque ça faisait partie des tomes que j'avais déjà lus adolescente. J'ai pas avancé aussi vite que je l'aurais espéré. Je pensais vraiment qu'au bout de 2 ans, 2 ans et demi après les avoir commencés, je serais au moins à plus de la moitié des tomes, genre vers thème 12-14. Donc clairement l'objectif pour cette année, ce serait de lire plus qu'un tome par an.
parce que si je continue comme ça, bon ben j'aurai 55 ans quand j'aurai fini toute la saga. Donc j'aimerais bien lire au moins le 4e, 5e, voire 6e, soyons fous. Ensuite, une saga que je vais terminer de sur cette année, puisque c'est une trilogie. J'ai lu les 2 premiers et j'ai acheté hier le 3e tome. Il s'agit de la trilogie vénitienne d'Emma Mars, publiée aux éditions Charleston. Donc dans cette saga, on est, il me semble, au 14e siècle. Et on va suivre la création du Castelletto, qui était cet énorme bordel à ciel ouvert, enfin ce quartier en fait, où étaient parquées les prostituées. À Venise, parce qu'on pensait qu'il fallait les mettre un peu à l'écart, les confiner pour éviter la propagation des maladies, et parce que les nobles finalement ils aimaient bien aller les voir, mais ils n'avaient pas forcément envie de les retrouver dans la rue quand ils se baladaient, etc. Et on va suivre Chiara, qui est une prostituée depuis son plus jeune âge. On va remonter un peu sur son passé, sur ses origines qui sont beaucoup moins évidentes qu'elles n'y paraissent, et il va y avoir une histoire d'amour entre elle et un prêtre. C'est une saga que j'aime beaucoup. Donc voilà, il faut vraiment que je lise le tome 3 rapidement. J'ai trouvé ça intéressant plutôt pour le côté historique que pour les personnages. Les personnages sont sympas, mais me semblent un peu caricaturaux quand on a cette prostituée qui finalement obtient tout ce qu'elle veut parce qu'elle est magnifique, parce qu'elle est plus belle que les autres, parce qu'elle tape dans l'œil toujours de tel homme, tel homme, tel homme, même si c'est vrai que parfois sa beauté, c'est aussi ce qui la met en danger. On a ce prêtre qui, du moment où il la voit, hop, il retourne sa veste et il a une relation avec elle. Donc ça, c'était des choses que j'ai moins aimées, mais j'aime beaucoup suivre par contre la vie à Venise à cette époque, les complots politiques, notamment dans le tome 2, la politique prend vraiment le dessus, je trouve, sur la romance, et cet aspect-là m'a passionnée. Donc vraiment une saga que je recommande. Si vous aimez bien l'Italie, si vous aimez bien la politique, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, on va passer à une saga que j'ai commencée il y a une douzaine d'années, dont je vous ai pas mal parlé. C'est la saga d'Armistead Maupin, Les Chroniques de San Francisco, publiée aux éditions 10-18. Là, c'est les vieilles couvertures. Et j'ai lu les 5 premiers tomes jusqu'à présent, en sachant qu'à la base, la saga faisait 6 tomes. En tout cas, il y a 6 tomes qu'il a écrit à peu près dans une période de temps régulière, donc dans les années 70-80. Ensuite, au début des années 2000, ou vers 2010, il a sorti le 8e tome, le 7e tome, après le 8e, le 9e, et là, il vient de sortir le 10e en VO. Sachant qu'ils sont plus parus, je crois qu'après le 5e ou le 6e, il n'y a plus de tomes parus en poche. Ça, c'est aussi un petit truc qui m'agace, que l'auteur continue 50 ans après sa saga. Bon, c'est sa saga, il fait ce qu'il veut, mais je me dis que des fois, c'est bien d'avoir une vraie fin, de savoir offrir un point de clôture à une histoire. Et là, à chaque fois, chaque tome est présenté comme le dernier, et puis il rouvre la porte, nouvelles histoires, et j'ai l'impression que ça va être un peu du réchauffé. Donc à voir, je suis pas sûre de tous les lire. Mon objectif, ce serait dans tous les cas de lire au moins les 6 premiers, voire le 7e, et après, si je trouve que ça reste qualitatif, je continuerai, mais c'est pas mon objectif principal. Pour cette année, c'est vraiment de lire le 6e tome. Donc pour rappel, ça se passe à San Francisco dans les années 70, et on va suivre les habitants du 32 ou de je sais plus 28 Barbary Lane, qui sont tous venus à San Francisco pour des raisons diverses et variées, et qui sont un peu maternés par Anna Madrigal, qui est la personne qui tient alors c'est pas vraiment une maison d'hôte puisqu'ils vivent là toute l'année, mais en gros c'est la propriétaire des lieux. Donc on va suivre l'évolution de la société américaine, certains grands bouleversements, l'arrivée du sida, enfin plein d'événements. La communauté homosexuelle est vraiment mise en avant puisque l'auteur l'est lui-même. Donc il y a beaucoup de diversité, c'est assez intéressant, parfois un peu cliché dans la manière dont c'est abordé, mais je pense que c'était une volonté de l'auteur. J'avais vraiment beaucoup aimé les premiers tomes, un peu moins il me semble le 4e, mais celui-là je l'ai beaucoup aimé à nouveau parce que je trouvais qu'on retournait dans ce qui faisait la force de cette saga. C'est les petits chapitres courts,
et des histoires qui finalement finissent par s'entrecroiser de manière improbable, mais qui sont très chouettes à lire. Donc je pense que c'est un bon, si vous aimez la littérature américaine, si vous aimez avoir un aperçu de l'évolution de la société américaine, mais sans un côté non plus trop dramatique, tout en gardant une légèreté, un certain humour, je trouve que c'est une bonne saga. Et enfin, on finit avec un mastodonte. Il s'agit de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Moi, j'ai lu les 6 premiers tomes sur 8, et donc mon objectif cette année, clairement, ça va être de lire les 2 derniers tomes pour enfin finir cette saga que j'ai commencée il y a 3 ans et demi. Contrairement à beaucoup de gens, je ne suis pas une grosse fan de Lucinda Riley. Je crois que je l'ai déjà très souvent dit. Je ne trouve pas qu'elle écrive très bien. Je trouve que ses personnages sont hyper nunuches, elles sont cruches, que tout est un peu convenu. Mais je continue parce que je veux avoir le fin mot de l'histoire sur Passalt, même si de ce que j'ai compris, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été déçus par le 8e tome, donc j'ai un peu peur que ça finisse en pétard mouillé. Et j'aime beaucoup par contre les parties historiques. Je trouve qu'elle a fait énormément de recherches, on sent qu'elle est hyper renseignée, on apprend plein de choses, on découvre plein d'endroits, et donc c'est pour ça que je continue, plus que pour l'histoire de ses sœurs que je trouve un peu niaise. Voilà, j'ai terminé cette vidéo enfin. J'espère que c'était pas trop long et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si on a des sagas en commun. Et en tout cas, on se retrouve bientôt pour une vidéo sur les sagas que je vais commencer ou que j'ai commencé en 2024. Salut!